Pour le lancement de sa deuxième édition, la structure MACOM a tenu une conférence de presse ce vendredi au chapiteau du Palais du Peuple. Devant des partenaires, les organisateurs ont réitéré les valeurs de cette cérémonie et des innovations en vue. Quant à ses collaborateurs techniques et financiers, ils réaffirment leur volonté à accompagner l'initiative jusqu'au bout. Antoinette Dédé Onivogui et Ibrahima Souri Kamara. La grande estrade qui distingue et récompense les meilleurs de la presse guinéenne pendant qu'ils sont en vie, comme le dit son slogan « Célébrons-nous vivants », l'événement Les Media Awards va connaître sa deuxième édition le 26 mars prochain. Le journalisme en situation de transition, c'est le thème retenu cette année. Cette année, vu que nous avions connu la transition d'Lansana Conté d'Addis Camara, puis nous avons connu d'Addis et Sekouba Konaté, puis est arrivée la période Sekouba, professeur Alpha Condé, et maintenant Alpha Condé et Doumbouya, le colonel. Nous nous sommes dit qu'il était professionnellement intéressant de porter un regard critique sur notre parcours afin que de manière intelligente, les compétiteurs puissent traiter ce thème-là et qu'ils puissent en être récompensés. Au total, 22 prix seront décernés, contrairement à la première édition qui a consacré 12 sur les 16 prix prévus. Pour cette année, beaucoup d'innovations ont été apportées. Ce prix, cette fois-ci, on va se retrouver avec une vingtaine de prix, 22 pour être précis. Le meilleur correspondant de la presse étrangère, Dieu sait qu'ils sont nombreux aujourd'hui dans notre pays. Nous avons un peu pensé à ces jeunes dames, les JRI, mais féminins. À l'intention des futurs candidats, le commissaire général énumère quelques critères. Cette année, on a décidé de diversifier l'inscription aux Media Awards Guinée. Non seulement il y aura une possibilité pour les journalistes de s'inscrire, mais il y aura une commission à l'interne du comité d'organisation qui va désigner les nominés dans certaines catégories. Il y a également une autre possibilité, ce sera l'inscription en ligne des nominés ou des postulants aux Media Awards Guinée, parce que l'aspect des rédactions, on ne l'a pas occulté, les rédactions auront la possibilité de présenter des candidats. Plus d'une dizaine d'entreprises partenaires ont exprimé leur satisfaction d'être associées à l'événement. En attendant, des formations et panels sont prévus pour les nominés. Media Awards, le rendez-vous est encore pris pour cette année 2022 et bonne chance à tous les nominés. Deux présumés trafiquants de drogue ont été présentés ce vendredi à Conakry. Ils ont été pris en flagrant délit. Cela a été possible grâce aux efforts des services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé. Rosaline Goto Monemou et Alseni Kamara. Dans sa lutte contre la drogue et le grand banditisme, les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé ont fait 2 filatures au cours de ce mois de janvier. À Imbaya, dans la commune de Matoto, et à Kansoyan, dans Koya, 2 individus ont été interpellés avec différents types de stupéfiants, dont le chanvre indien. Ils auraient été pris en flagrant délit, chacun à son domicile. La première personne, il s'agit d'une de nos sœurs. Sur elle, nous avons saisi 13 kg de cannabis. Et la seconde personne, il s'agit de M. Mohamed Traoré. Ce monsieur, nous avons saisi effectivement 2 kg de cannabis plus 41 boules. Et ça, de surcroît encore, accompagné d'une somme de 38 millions de francs guinéens. Kadiatou Kamara, coiffeuse de profession, a été interpellée le 17 janvier dernier à Kansoyan Carrefour et Mohamed Traoré le 20 janvier à Imbaya Carrefour. Tous les deux reconnaissent les faits qui leur sont reprochés. J'étais dans la maison. Les gens là sont venus, m'ont trouvé là-bas. Ils m'ont trouvé avec l'argent et cette drogue, Les services spéciaux de la lutte contre la drogue et le crime organisé
demande la participation de la population et des services de sécurité pour que cette lutte contre la drogue et le grand banditisme soit effective dans le pays. On a encore une fois mis à votre disposition un numéro vert. C'est 622 39 3 fois. Parce que pour mener une telle lutte dans un pays, il faut une synergie. La quantité de drogue et l'argent saisi, ainsi que les 2 personnes interpellées, devraient être mises à la disposition du tribunal de première instance de Mafanko. De Conakry, direction à Kindia et sans escale. Là, le préfet veut mettre fin à la vente illicite des produits pétroliers dans sa juridiction. Tous les consommateurs doivent désormais se les procurer uniquement dans les stations-service. Tout vendeur illégal appréhendé sera purement et simplement arrêté et traduit devant la justice, a-t-il prévenu. La mesure rentrera en application dès la semaine prochaine. Le reportage est signé Aboubakar Kevin Silla et Djibril Kamara. Dans la commune urbaine de Kindia, en dehors des stations de service, plusieurs citoyens vendent illégalement du carburant au marché noir. Les risques sont nombreux. Le préfet veut lutter contre le phénomène. Les services de défense et de sécurité au niveau préfectoral ont pris les dispositions. Dès la semaine prochaine, nous allons commencer un ratissage dans la ville de Kindia pour mettre fin à ce trafic illicite. Cette interdiction intervient seulement quelques jours après un grave incendie au carrefour de Yewolé qui avait coûté la vie à un nourrisson. Face de cette station Total, des femmes sont là à la revente de carburant dans des bouteilles. Et à côté, il y a une femme qui vend des brochettes qu'on appelle cul de dindon. Donc le feu est parti de là. Puis à aiguille, ça a pris 2 ou 3 magasins. Et ce garçon, dont la mère même vend le carburant, s'est retrouvé dans un des magasins qui était en feu. Le garçon asphyxié a trouvé la mort. Dans la préfecture de Kindia, cette décision du colonel Abdelkader Mangui Kamara entre en vigueur dès la semaine prochaine. Pour lui, il n'y a pas de raison aujourd'hui que les citoyens ne puissent pas aller s'approvisionner dans les stations. Il faudrait qu'au jour d'aujourd'hui, qu'on prenne des dispositions pour mettre fin à cette situation. Quand vous prenez la ville de Kindia, ne serait-ce que le centre-ville, nous avons plus de 7 à 8 stations d'essence. Pour quelle raison les gens vont vendre de l'essence devant une station? Si les récidivistes sont interpellés, ils seront conduits au parquet et ils subiront ce qu'ils doivent. Hormis l'interdiction de la vente illicite du carburant au marché noir, le préfet de Kindia a aussi mis l'occasion à profit pour inviter l'ensemble de la population de sa juridiction à aller se faire vacciner contre la pandémie du Covid-19 qui sévit toujours dans le pays. Je vous le disais au sommaire, 9 jours après son décès, la mairesse de Kaloum a rejoint sa dernière demeure ce vendredi au Casa Bellevue dans la commune de Dixine. Bien avant, la levée des corps a eu lieu à l'hôpital sino-guinéen en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. Les témoignages du chef du gouvernement et ceux de plusieurs acteurs de la vie politique de notre pays ainsi que de l'étranger ont été faits. Alseini Bari Aboubakar Kekebangoura. Voici la femme Sili, couverte du rouge, jaune et vert. Tout un symbole pour le Premier ministre qui est de la même promotion que la défunte mairesse de Kaloum. Il retient de l'humanisme, la bonté, le sens du service et du sacrifice. Jamais personne n'a su que Ami était la fille d'un président. Jamais personne n'a su que Ami était pratiquement à l'abri du besoin, à des moments où elle en avait peut-être même besoin. Dans les moments les plus difficiles, Ami a partagé le peu qu'elle a. Pour moi, s'il y a quelqu'un qui est destiné au paradis, c'est certainement elle, parce qu'elle en a fait beaucoup. Elle faisait l'unanimité au sein de l'opposition et dans la mouvance. Ami s'est éteinte le 12 janvier dernier. Dieu a aussi besoin des bonnes âmes auprès de lui. C'était quelqu'un d'une grande humilité, qui rassemblait, qui écoutait, qui était présente à toutes les cérémonies, quelqu'un de très sociable.
Donc c'est vraiment une très grande tristesse que d'être ici aujourd'hui. La Guinée perd une de ses filles les plus illustres. Et moi, je perds une grande sœur parce que je suis fils spirituel d'Ahmed Sékou Touré, paix à son âme. Aminata Touré, inspirée au-delà des frontières, elle a reçu des hommages bien mérités, même de ceux qui ne la connaissent pas. Fille du père de l'indépendance guinéenne qui est restée pendant plusieurs années discrète. Un sentiment de compassion pour la famille, le sentiment d'avoir perdu quelqu'un de cher pour les valeurs qui nous animent. C'était quelqu'un qui était connu bien au-delà de sa zone de circonférence d'action. Et tous ceux qui s'intéressent à la défense des valeurs africaines et de la dignité africaine sont forcément tristes de perdre une personne de cet acabit. Aminata Touré a été inhumée après la prière de ce vendredi dans l'enceinte des Cases Bellevue, un bien de son défunt père, Ahmed Sékou Touré, que le président de la transition vient de restituer à la famille. Partons à présent à Bafoussam, au Cameroun, où le calme semble revenu au quartier général du Sili national après quelques remous. Et tout le groupe reste focus désormais sur le 8e de finale contre la Gambie. Ousmane Kanté est forfait. Ismaël Silla pourrait être disponible contre la Gambie. Agibou Kamara poursuit sa rééducation personnelle avec Pascal Fendouno. Le point de la situation, c'est avec Paul Fatia Tunkara et Mohamed Bangoura depuis Bafoussa, au Cameroun. C'est dans une ambiance décontractée, marquée par des éclats de rire et des tapes amicales que le Sili national a effectué sa séance d'entraînement ce vendredi dans son QG. Kaba Jawara finit la phase de poule avec quelques notes de satisfaction, même s'il éprouve quelques regrets sur certains compartiments du groupe. Il estime que la défaite contre le Zimbabwe ne va nullement pas affecter le moral et la confiance du groupe. Non, je ne pense pas, parce que là, on débute un nouveau tournoi. On est passé de la phase de poule à la phase à dite couperée. Donc il faut s'adapter. On sait très bien que maintenant, j'ai envie de dire, peu importe la manière, il faut passer. Il faut essayer de battre cette équipe gambienne et par n'importe quel moyen presque. Après quelques embrouilles qui ont éclaboussé l'après-défaite contre le Zimbabwe, l'ambiance semble revenir au sein du groupe du Sili national dans son QG. Naby Keita, qui sera forfait de ce 8e de finale pour cumul de cartons, estime que le groupe est fin prêt à aborder ce match à Couperet, car il va se jouer sur qui tout double face à la Gambie, prévu le 24 janvier ici même à Bafoussam. On est 27 joueurs. On a une équipe mixte des jeunes et des cadres. Moi, je compte sur mes coéquipiers. Ils savent que ce qui nous attend, c'est pour rendre fiers à notre pays, pas à Naby. Je pense que tous ensemble, nous allons le faire pour le pays et pour nous aussi. Contre le Sénégal, à la 38e minute, Morgan Guilavogui s'est rendu coupable d'un gros raté. Lui qui aurait pu inscrire son premier but sous la tunique du Sili national de Guinée. Il estime avoir évacué ce raté. Non, je dirais pas un gros raté. Déjà, c'était contre le Sénégal. Oui, après, je connais aucun joueur qui rate ce genre de face-à-face. On a vu à cette CAN, c'est très difficile de marquer. Effectivement, mon métier, c'est de mettre des buts. J'ai pas eu la chance, mais ça ira et ça reviendra. Pour cette séance d'entraînement, il faut préciser que Moussa Kamara et Agibou Kamara étaient du groupe. Moussa Kamara a effectué sa séance d'entraînement avec le préparateur de gardien Kemoko Kamara. Pendant ce temps, Agibou effectuait sa rééducation individuelle avec Pascal Fendouno. Si Ousmane Kanté est forfait pour le 8e de finale, le sélectionneur Kaba Jawara espère récupérer Issa Gassila pour ce match à Couperet, prévu ce 24 janvier face à la Gambie à Bafoussam. C'est cet élément sport qui met fin à la première partie de cette édition d'information. Vous ne partez pas. Derrière moi, juste, vous suivrez la page Publi Reportage avec nos partenaires. Portez-vous bien. Le projet Winning Consortium Simandou, dans sa phase chemin de fer et port minéralier, impacte négativement les communautés riveraines. L'ONG Action Mine Guinée, après une mission de vulgarisation des conventions dans les communautés, partage avec les acteurs concernés les attentes de ces communautés. Nous avons pris les avis, les attentes, les préoccupations et les recommandations des communautés par rapport
bien sûr à la mise en œuvre de ce projet. Et nous avons compilé ce recueil d'informations dans un document que aujourd'hui nous sommes en train de présenter à nos collègues de la société civile. Au-delà des projets liés à l'emploi, les communautés impactées ont aussi exprimé les préoccupations environnementales lors des travaux de collecte des données effectués par cette organisation. La préoccupation majeure, c'est les impacts environnementaux sur, disons, les ressources foncières, notamment l'agriculture, et en ce qui concerne, disons, l'occupation des espaces fonciers des communautés. Après sa présentation, le document doit être amendé et soumis aux responsables de l'entreprise et au ministère des Mines et de la Géologie pour la prise en compte des recommandations. L'ONG et ses partenaires s'engagent à travailler auprès des autorités pour une prise en compte effective des attentes des communautés. Quand vous prenez la question foncière, par exemple, la question de la loi d'orientation agricole, le référentiel constitue des actions que nous avons menées depuis 3 ans déjà pour amener les autorités guinéennes vraiment à prendre en bras le corps cette situation des communautés impactées par ces projets miniers. Toutes les préoccupations, tous les engagements du projet sont consignés dans le plan de gestion environnementale et sociale. C'est ce que nous allons suivre de près. Selon les responsables de cette organisation, la prochaine étape sera le renforcement des capacités des communautés sur les obligations légales et contractuelles de Winning Consortium Simandou à travers les ateliers de formation et les sensibilisations. C'est avec une immense joie que le club Rabi et les enfants a célébré le 75e anniversaire du Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Des prestations scéniques, des déclamations de poésie, des échanges sur le fonctionnement de l'UNICEF ont marqué cette journée. Cette année, l'UNICEF a célébré 75 ans le 11 décembre 2021. Et cette année, ils ont décidé de célébrer cet anniversaire en collaboration avec le club Rabi et les enfants en différé, donc le 19 et le 20 janvier 2022 au siège de l'UNICEF. Et cette activité consistait à faire visiter 75 enfants dans les locaux de l'UNICEF pour qu'ils puissent découvrir l'organisation. Les enfants, c'est l'avenir et l'UNICEF avec le club Rabi et les enfants en est bien conscient. Voilà la raison pour laquelle les tout-petits sont au centre de leurs préoccupations. Nous avons estimé que c'est important que les enfants soient là. Parce que quand vous travaillez pour quelqu'un sans l'impliquer, c'est comme si vous faites les choses contre lui. Cela fait 75 ans que l'UNICEF œuvre en faveur des droits et du bien-être de tous les enfants. Pour cette institution onusienne, ces enfants sont la relève de demain. Ils méritent soins et formation. Nous avons échangé avec ces enfants merveilleux que vous avez vus tout à l'heure et nous espérons que dans 25 ans, quand l'UNICEF aura 100 ans, certains de ces enfants travailleront à l'UNICEF, certains de ces enfants seront de hauts cadres de ce pays pour contribuer encore plus au développement de la Guinée. Mariam Diallo, présidente du Parlement des enfants de Guinée, également fruit de ce club, a loué les efforts de l'UNICEF et invité ses pairs à s'y intéresser. En tant qu'enfant, le message que je veux passer à tous les enfants de Guinée, c'est de ne pas négliger les études, de respecter tout le monde, notamment les parents, les maîtres et tout son entourage. Et aussi faire tout ce qu'on lui dit si c'est une bonne chose. Malgré les efforts fournis par cette agence onusienne, l'exploitation des enfants reste un défi majeur dans notre pays. Pour changer la donne, ces tout-petits demandent le concours des efforts afin d'atténuer cette pratique. C'est par un cortège qui a fait le tour de la ville que cette remise de diplôme a débuté. Au total, 201 étudiants repartis en agents techniques de santé, infirmiers d'État et sages-femmes ont reçu leur diplôme. La dite remise a été faite devant les autorités à tous les niveaux, mais aussi des parents et amis venus pour la circonstance. Chers récipiendaires, vous venez de bénéficier de votre visa pour entrer dans l'école de la vie. Chassez alors réconcilier harmonieusement le savoir-faire et le savoir-être
pour ne pas être rejetés par les employeurs et les populations bénéficiaires des services de santé. Dans son discours, le directeur des études de l'Institut Bel Avenir pour tous a demandé aux différents récipiendaires d'appliquer le professionnalisme dans l'exercice de leur travail. Le premier mot que je vais dire, c'est de se rappeler toujours du serment d'Hippocrate. C'est de se rappeler tout le temps, qu'il soit nuit ou jour, de se rappeler de ce serment. Ça, c'est le premier point. Le second, ils ne doivent pas mettre l'argent par devant. Quant aux récipiendaires, ils savent déjà les défis qui leur attendent, dont entre autres. Nombreux sont les défis que nous devrons relever. Garantir aux générations futures de meilleures conditions de vie, tout en préservant l'environnement de notre planète, améliorer la santé publique, promouvoir l'accès généralisé aux soins. Pour rappel, l'Institut privé d'assistance humanitaire Bel Avenir pour tous, dont la devise est la rigueur, l'intégrité, le don de soi, est la première école privée de santé à Mamou. De nos jours, plusieurs agents techniques de santé, infirmiers d'État et sages-femmes formés dans cet établissement travaillent dans des hôpitaux et cliniques de la place. Ce sont entre autres 900 poubelles, dont 100 métalliques, 2 tricycles, 2 camions et autres équipements de protection que la commune a reçus des mains de ses partenaires UNCDF. Le maire de la commune urbaine de Mamou, après avoir remercié les partenaires, dira: Ce matériel obtenu permettra à coup sûr, à travers Moltanas, d'assurer la propreté de la ville Carrefour Mamou. Pour cela, nous invitons tous les chefs de quartier à une large sensibilisation des populations d'adhérer massivement au projet d'assainissement de notre commune. L'entreprise Moltanas Environnement, chargée d'assainir la ville, a pris l'engagement de mener à bien les activités d'assainissement. Le travail ne sera certes pas facile, mais nous prenons l'engagement de faire le maximum pour assurer la qualité des services. Je profite de cette tribune pour remercier au nom de toute l'équipe de Moltanas, le partenaire UNCDF, pour son appui technique et financier dans la structuration, le financement et même la mise en œuvre de ce projet. Le représentant du Fonds d'équipement des Nations Unies, UNCDF, partenaire financier du projet, revient sur les résultats attendus. Les principaux résultats attendus de ce projet sont les suivants. L'acquisition d'un montant de 92 000 $ supplémentaires qui est obtenu auprès d'une banque locale pour mettre en œuvre le projet. Un système de gestion intégré efficace pour la collecte des déchets solides. La création d'emplois et d'opportunités d'entrepreneuriat pour les jeunes de Mamou et environnants. C'est en présence des autorités à tous les niveaux que s'est tenu le lancement de cette campagne. Le préfet de Mamou a demandé aux populations d'observer le civisme.